Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on va accueillir Fabienne. Fabienne, on avait enregistré en fin d'année dernière une interview, et donc c'est avec elle qu'on va faire l'épisode du jour. Fabienne, elle a un parcours il s'est passé pas mal de choses dans sa vie. Elle a été à Milan, elle est partie à New York, ensuite elle est rentrée en Europe à Londres, pour enfin aujourd'hui vivre de l'immobilier. Elle a une agence immobilière où elle s'occupe principalement de LCD avec des maisons dans le sud de la France. Avant de démarrer, plusieurs choses. L'épisode de la semaine dernière avec Nicolas, il a battu tous les records d'écoute. Alors ça arrive assez souvent en fait qu'un épisode batte les records d'écoute parce qu'on est de plus en plus nombreux sur le podcast. Mais là, c'est assez significatif quand même. Donc merci à vous, merci à ceux qui partageaient l'épisode. Continuez comme ça. Vous pouvez aussi mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça fait toujours plaisir à l'ego. Et en tout cas, partagez quand vous avez un parcours que vous trouvez inspirant. N'hésitez pas à le partager à vos proches. Là, Fabienne, c'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, elle aide notamment des femmes aussi à réussir leurs premiers investissements, comme Michel et moi on fait dans le Club Invest. Elle a plutôt un public féminin. Elle les oriente peut-être plutôt pour la LCD. Mais c'est vrai qu'il y a un bon parallèle à faire entre le Club Invest et le parcours et ce que propose Fabienne. Sinon, en ce moment, j'avoue que c'est un peu la course. Je fais 1 million de trucs en même temps. Je suis rentré de voyage, je repars en voyage dans même pas 10 jours. J'avais mon anniversaire, mes 35 ans. Donc j'ai dû aussi organiser une petite fête. Donc c'était bien sympathique. Et là, maintenant, on est en mode recovery. Focus sur du coup tous les nouveaux projets. On a avec le Club Invest là, ça avance bien. Nos membres ils envoient les premières offres. J'étais très touché. On a un de nos membres qui a envoyé ce qu'on appelle dans le jargon une ODB, une offre de bâtard, qu'il a nommé comme ça. Donc c'est quand il y a des biens qui sont pas rentables sur le papier, qui nous ont bien plu, et plutôt que rien faire, parfois on envoie des offres à des prix massacrés. Et de temps en temps ça fonctionne. Pas souvent, en tout cas pas tout le temps, ça c'est sûr, pas souvent. Mais voilà, c'est un peu une fierté quand tu lis, j'ai envoyé ma première offre de bâtard, et j'avoue que c'était quand même un sacré discount qui était demandé sur le prix affiché. Sinon, j'ai un peu parlé avec Michel, on serait assez partant pour faire un petit événement IMO, louer une maison un peu classe, un peu cool, pour une quinzaine de personnes. Et puis faire un événement où il y aurait des investisseurs IMO ou des futurs investisseurs IMO qui se joindraient à nous. Nous, on ferait des présentations, et puis à côté de ça, on ferait aussi une partie un peu plus ludique. On avait pour ambition, pour idée de le faire en Alsace, parce qu'apparemment il y a d'autres régions en France que l'Alsace, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc ce serait sûrement, en tout cas en Alsace, et puis aussi dans le reste de la France, les gens ils ont un drôle d'accent, c'est un peu bizarre. Du coup ce serait en Alsace, probablement aux alentours, à Colmar. Enfin en tout cas c'est l'idée que j'en ai pour l'instant. Il y a la route des vins, il y a un TGV depuis Paris, en 2 heures et quelques vous êtes à Colmar. Il y a 2 aéroports pas trop loin. C'est encore un projet, mais ce serait très très intéressant si ça vous tentait. Si vous pouviez me l'indiquer donc sur Instagram, donc bye bye patron avec un underscore entre chaque bye, ou info@byebyepatron.net. Sinon vous avez bien sûr mes contacts dans la description du podcast. Savoir si ça vous tente de faire un événement comme ça, une quinzaine de personnes. Il y aura aussi donc Michel et moi. On s'arrangera pour faire venir d'autres investisseurs ou d'autres professionnels qui ont un peu une expertise dans un domaine. Voilà, ce serait un peu détendu. Je voudrais pas que ce soit trop grand. C'est un peu comme le Club Invest. On n'est pas là pour non plus réunir les foules. Et puis là, on est en période de Covid. Donc c'est aussi ça, en fait. Si on organise l'événement, je pense qu'on le fera. Ce sera assez rapide. Ce sera maximum 2 mois après qu'on soit décidé. Parce que vu que, en fait, les conditions, elles changent tout le temps, ça sert à rien d'attendre. Donc voilà, ce serait pour le printemps, peut-être en avril, mais si ça vous tente, donc faites-moi signe. Ça vous engage bien sûr à rien. C'est juste pour avoir un peu un ordre d'idée ça sert à rien de faire un événement, de louer une maison pour 15 si on est 5, et encore moins si on est 50 ou 60 intéressés. Voilà. On est parti avec le podcast. Sinon, j'ai aussi commencé à écrire mon 2e livre.
Donc ça me prend aussi pas mal de temps ce projet. Donc plein de projets en ce moment. Michel et moi on a changé de concierge Airbnb, ça se passe pas super bien, ça se passait déjà pas très bien avec l'ancien. Puis là le nouveau pour l'instant, alors je sais pas, il est en phase de rodage, mais il y a des trucs qui vont pas du tout. Du style ma photo Booking, c'était l'extérieur d'un immeuble au lieu de faire l'intérieur qui est tout refait, tout cosy. Il a mis l'extérieur d'un immeuble qui est des années 70, qui a aucun charme particulier. Et c'est à moi de leur dire, ils mettent des fausses. J'ai un appartement, il y a que un lit. Il a mis qu'il y avait 2 lits. J'ai des trucs, c'est proche de certains lieux qui n'existent pas. Enfin bref, très compliqué cette affaire de concierge. Je pense que je vais peut-être finir par m'en occuper moi-même de ces LCD ou alors arrêter les LCD. Mais plutôt peut-être m'en occuper moi-même, moins de la partie gestion d'annonces et relations avec les guests, quoi. Voilà. Et puis c'est tout pour le moment. Et ben on est parti après le jingle et encore merci à Fabienne pour son temps. Vous allez voir, c'est un parcours super inspirant et elle a dû dire un gros bye bye patron from the USA. Donc c'était voilà, expérience atypique et on se retrouve avec Fabienne de l'autre côté. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Fabienne, plus connue sous le nom de Immobilier Passion sur Instagram. Salut Fabienne. Bonjour tout le monde. Et donc aujourd'hui, Fabienne, elle va nous raconter son parcours. Donc elle a plusieurs casquettes et tous mes invités sont toujours super intéressants, mais Fabienne, elle a quand même un parcours qui est un peu différent de ce qu'on a déjà pu voir. Donc, Fabienne, si tu voulais présenter, alors normalement je demande aux gens de présenter une première expérience un peu ingrate qui les a déçus dès le premier jour. Toi, je sais que tu en as une qui a été plutôt ingrate vers la fin, donc si tu pouvais nous parler de celle-là un peu pour que on te découvre un peu mieux. Ouais, avec plaisir. Ouais, celle-là, elle a été bien ingrate sur la fin. Ouais. Bon, je vais commencer au niveau des études. J'ai fait une école de commerce, Schema, Sophie Antipolis. Et moi, mon rêve, c'était d'habiter à Milan, en Italie. Donc, j'ai réussi. Enfin, j'aurais pu faire n'importe quoi du moment que j'habitais à Milan. Mais bon, il fallait gagner un minimum d'argent. Donc, j'ai réussi à trouver un boulot qui était dans l'informatique pour les marchés financiers. C'est rien en informatique ni en finance, mais je parlais anglais, italien couramment. Et j'avais une double compétence en recrutement et en commerce international. Donc, c'est moi qui ai développé la filiale de Milan. Je recrutais des ingénieurs en informatique et des spécialistes des marchés financiers. Et je leur trouvais soit des missions, soit je vendais des projets où on intervenait au forfait sur des prestations informatiques. C'était soit du développement d'applications, soit on travaillait sur la partie système, soit on implémentait des logiciels assez complexes dans les salles des marchés qui nécessitaient des compétences externes parce qu'en général, les banques achetaient ces logiciels-là et elles n'avaient pas les compétences. Donc, j'ai fait ça à Milan pendant 7 ans. Ça, c'était vers quelle année ? J'ai commencé en 99. Je suis partie à Milan pendant 7 ans. Voilà, tout s'est très bien passé. Entre-temps, j'ai changé de boîte, mais toujours dans le même secteur d'activité. Et puis, je suis partie en vacances à New York avec mon conjoint et on a tellement aimé la ville qu'on a voulu aller habiter là-bas. Donc, je me suis débrouillée pour me faire transférer là-bas. C'est moi qui ai créé la filiale américaine à New York. Donc, au début, toute seule. Après, il y a un des 5 associés de la société qui est venu. Donc, moi, j'étais en charge de tout ce qui est business, admin, recrutement. Et lui s'occupait des parties techniques, c'est-à-dire tout ce qui était avant-vente sur des projets complexes et également il gérait les consultants. Enfin, on appelle consultants parce qu'ils étaient des conseils chez nos clients, mais ils étaient salariés. Voilà. Donc ça s'est passé très bien jusqu'au subprime. Donc forcément là, on peut dire qu'on a tout perdu presque. Donc il a été renvoyé à Paris. Moi, je suis restée dans la filiale. J'ai donné, je crois, 5 ans de ma vie, toute mon énergie pour remonter la filiale. J'étais seule avec une assistante qu'on n'a pas pu garder à plein temps, donc elle faisait un mi-temps. Voilà, donc j'ai pensé à la boîte avant de penser à moi, clairement. Et bon, ça, c'était un gros regret parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai bien développé la filiale, j'aspirais à plus de responsabilités. Et puis mon boss m'a dit, mais tu vas pas quand même être directrice de la filiale quand même.
Bah, Bah oui, texto. après avoir remonté pendant 5 ans la filiale et l'avoir remise sur pied, ça allait quand même pas se passer comme ça, alors que il y a la sœur du cousin du gars du voisin qui elle a les compétences quoi. Donc Ouais, c'est un peu ça. Donc, bon, là, j'ai vu, j'avais atteint le plafond de verre. Enfin, j'étais tellement sonnée d'entendre un truc pareil, enfin, comme si j'avais aucune légitimité, alors que bah, c'est moi qui avais eu l'idée, c'est moi qui l'avais mise en place, c'est moi qui l'avais développée, qui avait porté ça à bout de bras. Enfin, j'avais donné tellement d'énergie que je me souviens, j'avais dû passer un IRM parce que je croyais avoir attrapé la sclérose en plaques, tellement j'avais des fourmillements dans les mains. Enfin, moi, j'étais mourante, quoi. donc Mais bah, ça n'a écoute, pas suffi, a priori. ouais, non, visiblement. Donc voilà. Alors après, c'est un peu comme, enfin, j'ai pensé à cette image de quand le mari trompe sa femme, on se dit bon, finalement c'est pas mal. Je sais pas si je trouverais mieux ailleurs. Je suis bien payée. Puis bon, le boulot me plaît. J'adore New York. Bon, j'ai relativisé. Ça s'est passé comme ça. Et puis quelques mois plus tard, on me vend l'idée que une personne que j'apprécie beaucoup vient m'épauler sur la partie opérationnelle. Donc moi, ça faisait longtemps que je le connaissais, j'admirais son travail, ses compétences, et je me suis dit, bah, génial, enfin, voilà, la personne technique qui me fait défaut va pouvoir m'aider, on va pouvoir tout exploser. Sauf que, bah, en fait, la personne ne le voyait pas comme ça du tout. Donc, il avait décidé d'arrêter les aspects techniques et il souhaitait bah, se concentrer sur la partie commerciale. Bon, manque de chance. Ce que tu faisais déjà en fait. Ouais, ce que je faisais déjà, parce que l'idée, c'était que lui a travaillé chez les clients. Comme il était très senior, forcément, quand il y a quelqu'un de cette carrure-là qui va en clientèle, ben, c'est plus facile avec ses compétences de développer l'activité en étant dedans, discuter avec les bonnes personnes, voilà, forcément. Hein. Donc, c'était ce qui était prévu. Et en fait, il a refusé tous les projets, il trouvait toujours des excuses. Bon, je vous passe les détails, mais résultat, il a attaqué un travail de SAP. Et évidemment, il m'a fait porter le chapeau en disant que c'était de ma faute s'il travaillait nulle part. Voilà, donc là, ça a duré pendant des mois et en fait, j'ai eu la mère découverte de voir que mon patron, qui soi-disant m'appréciait, d'ailleurs, j'étais un peu considérée comme la chouchoute, et en fait, il m'a lâchée, mais à la première occasion, quoi. Et alors là, déjà, j'étais un petit peu affaiblie par rapport à tout ce que j'avais donné dans la boîte et je me suis dit, en fait, ça fait 8 ans que je bosse dans cette société, j'ai tout fait pour eux. Et là, sur une histoire qui est même pas de ma faute, parce que bah, moi, je suis là, j'ai pas changé, je me défonce toujours. Bah maintenant, on commence à remettre mon travail en cause. Et là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Et ça a été le rouleau compresseur. Et petit à petit, j'ai perdu en force, j'ai perdu en santé, j'ai perdu du poids. Enfin, c'était vraiment horrible, quoi. C'est un environnement nocif. À tel point que mon conjoint me disait il faut que tu partes et tout. Et puis voilà, c'est un peu pareil, mari violent qui commence à te frapper. Ouais. Non, mais tu dis non, mais en fait, ils vont se rendre compte, c'est comme mauvais. Et puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ben non, ça passerait jamais. Et que de toute façon, même si ça passait, le mal était fait. Moi, je pouvais pas rester comme ça. Parce que là, ça s'était passé, mais ça veut dire qu'après, ça, n'importe quelle occasion, en fait, euh, Ça, ça ouais, aurait pu arriver la ça même allait chose. se reproduire. Et puis en plus, bah, du coup, vous étiez très peu, quoi. C'est pas comme quand tu es dans une société. Parfois, c'est vrai que dans les multinationales et tout, on a l'impression d'être qu'un numéro, mais au moins, il y a un peu des soutiens ou des alternatives, quoi. Là, vous étiez que à deux sur place, du coup, en Ah oui, plus des c'était ça. consultants. Ouais, ouais, Ouais. donc c'est sûr que c'est compliqué. Et Voilà, tu peux donc nous, bon, après, moi, ma peut-être, décision était prise. ouais, juste nous décrire un peu à quoi ça ressemble la vie new-yorkaise en dehors de comment ça s'appelle, de la 5e avenue et de Times Square. Combien tu travailles, combien tu gagnes, combien tu dépenses un peu. Bon, c'était du coup il y a une dizaine Ouais. d'années, mais peut-être faire un parallèle parce que je sais que la vie elle est super chère là-bas. J'avais un Ouais, elle Sam est là, super chère. qui était sur le podcast Mm. déjà, lui qui habitait à New York, j'étais allé le voir. Il m'avait montré une photo de sa chambre. C'était, il y avait le lit et puis c'était à peu près tout, quoi. Bon, c'était la fin de nos études, mais en tout cas, Ouais. Ouais, nous. je savais à quoi m'attendre, hein, donc j'avais bien négocié mon salaire et j'avais bien vu le coût, c'est-à-dire que je commençais, comme on était parti en vacances, j'avais bien visité et je m'étais rendu compte que je voulais habiter à Brooklyn parce qu'il y avait un quartier qui s'appelait Williamsburg, il y a une station de métro de Manhattan qui était en pleine effervescence, hyper branchée, d'ailleurs pour moi même plus branchée que ce qu'on pouvait trouver à Manhattan.
Et moi, je trouvais ça génial de voir cette énergie. Chaque semaine, il y avait des nouveaux bars, des restaurants, des immeubles qui sortaient du sol. Enfin, c'était hallucinant. Et puis, en plus, on avait une vue sympa sur Manhattan, forcément. Donc, on s'était pris un appart dans un immeuble, 23 étages, je crois, avec un rooftop. Nous, on habitait au 8e et de mon lit, je voyais l'Empire State Building. Ah, cool. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Donc, après, la vie, c'était work hard, play hard. Hein. Donc, je me donnais à fond dans mon boulot. Le matin, j'allais travailler. C'était pas la rat race parce que j'allais travailler en bateau. J'avais le bateau qui s'arrêtait en bas de mon immeuble. J'arrivais à Midtown, je faisais 10 minutes, 15 minutes à pied. J'arrivais à mon bureau j'étais sur l'Ex et la 42e. En plus, moi, j'avais toujours eu la phobie de l'open space. Et en fait, j'étais tout seul dans un bureau, mais énorme. Ok. Donc, j'ai eu la chance. Sinon, après, au niveau de prix, pareil, moi, cet appart, je voulais vraiment. Hein, j'ai fait le forcing pour l'avoir. Les propriétaires ne voulaient pas nous louer parce que je pense qu'ils gagnaient tellement bien leur vie qu'ils étaient un peu déconnectés de la réalité. Et j'avais un salaire à 6 chiffres, mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Et puis, je crois qu'on a mis 2-3 mois pour l'avoir. Et comme ils n'arrivaient pas à louer au prix qu'ils voulaient, ils ont baissé le loyer. Donc, c'est un truc qui valait à peu près $3 600 par mois. Et on l'a réussi à avoir à 3 000. Comme j'avais négocié que ce soit mon employeur qui paye mon loyer, en fait, j'avais seulement dit c'était des baux d'1 an non renouvelables. Donc, j'ai dit au propriétaire, on vous paye 1 année de suite. Et puis voilà, de toute façon, comme c'est pas renouvelable, ils n'avaient aucun risque. Et ça s'est passé comme ça. Et finalement, on est resté pendant 4 ans dans cet appart. Ok, ouais, donc c'est $3 000. Ça faisait quelle surface à peu près? C'était immense. Hein. Il y avait 2 chambres. Il devait faire aller peut-être, je sais pas moi, 60 mètres carrés, un truc comme ça. Ouais, ce qui est vraiment pas mal pour New York, quoi. Ok. Non, c'est pas cher pour New York, mais après, c'était à Brooklyn. Donc, Brooklyn, c'est moins cher que Manhattan. À tort, mais tant mieux pour moi. Mais pour te donner une idée, un mini T2 vraiment plus que basique, à l'époque, ça coûtait 2 000 € par mois. Ouais. À Manhattan ou même à Brooklyn, hein, franchement, les prix commencent à monter. Ok. Sinon, et après, les restos et tout, c'est aussi assez cher. Hein. Enfin, en tout cas, tout est cher. Franchement, à la fin, on regarde même plus parce que si on commence à analyser ce qu'on dépense, je pense que c'est $3,50 le ice coffee. Je sais pas. Enfin, tout est cher, quoi. Ouais, c'est fou. Hein. Tu te demandes comment. Bon, ok, il y a des bons salaires, mais moi, j'étais 2 fois aux États-Unis et chaque fois, tu sais, tu vas voir les matchs de basket là ou de NHL là, tu vois les prix, c'est hyper cher. T'as un père avec ses 3 gosses, il a acheté les maillots pour tout le monde. Enfin, tu te dis, ça lui a coûté 500 ou $600 la soirée, quoi. Ouais. Tu te dis, moi j'ai l'impression que je gagne assez bien ma vie, mais je suis quand même en train de compter. Est-ce que je vais boire ma bière à $12 pour ouais, non, c'est fou. Est-ce que tu es arrivé du coup à épargner à ce moment-là ou tout partait à un moment, oui, quand j'ai voulu acheter la maison, là, j'ai vraiment mis en place une stratégie pour épargner, mais je te cache pas que c'était pas facile. En plus, j'avais voulu avoir une voiture parce que on aimait bien partir le week-end, on allait visiter, on allait dans les quartiers de Brooklyn, du Queens, voir vraiment des communautés, vraiment vivre, voir comment les gens vivent et tout. On mangeait, on allait au quartier chinois, manger chinois, mais c'était des vrais Chinois. C'est pas comme à Manhattan ou à part à Chinatown, ça va, mais tout le reste, c'est très ça a perdu son authenticité, alors que dans le Queens et à Brooklyn, on retrouvait encore des communautés. On était en immersion, genre le samedi, on allait à Brighton Beach, c'était vodka. Vraiment, tout le monde parlait russe et tout. C'était vraiment génial. Mais je payais quand même, $1,200 d'assurance voiture par an. Ok. Voilà, donc on a bien gardé la voiture. Et puis, après, on a fait des efforts sur quoi on a fait des efforts, franchement. Un peu sur tout, quoi, sur les courses, sur un peu les sorties. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage d'habiter à New York et pas sortir. Forcément. Ok. Et du coup, la fin de ton emploi, donc les derniers mois, comment ça s'est passé? À un moment donné, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, il y a eu l'exemple de trop qui a fait que j'ai décidé de plus rester. Je savais que je voulais partir, mais le problème, c'est que je ne savais pas ce que j'allais faire. Parce que si c'était pour faire la même chose, ça n'avait pas de sens. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, je vais créer un cabinet de recrutement.
toujours dans le même domaine, mais j'avais vraiment cette double compétence. En plus, j'avais un bon réseau dans le monde entier, comme j'avais bossé pour une société française en Italie, au Luxembourg. Je connaissais des gens en Angleterre, les États-Unis, même au Canada, parce que j'avais ouvert la filiale de Montréal avant de partir. Et je me suis dit, voilà, je vais me mettre à mon compte. Et pour ça, on a décidé de partir à Londres parce que, pareil, je voulais pas rester à New York et avoir un niveau de vie qui se dégrade parce que j'avais plus d'argent. Hein. Mon salaire à 6 chiffres, il a disparu du jour au lendemain. J'ai été criblée de dettes parce que j'avais investi dans l'IMO depuis 2003, donc j'avais encore tous mes crédits en cours. Évidemment, j'avais fait des prêts sur 15 ans, donc j'avais zéro cash flow. Donc là, on était quoi, vers 2013, 2014, c'est ça? Ouais, j'ai démissionné en janvier 2013. Donc, Okay. Je suis partie à Londres dans la foulée. Et puis en plus, Londres, c'était bien parce que comme les cabinets de recrutement étaient à Londres, géographiquement, ça avait plus de sens. Puis moi, pour aller démarcher, si je voulais aller à Milan, à Paris, voilà, un coup d'avion, c'était rapide. Voilà. Et puis je me disais que découvrir un nouveau pays, ça serait sympa. Moi, j'ai toujours une bonne image de Londres. Voilà. Mais j'ai un petit peu déchanté. C'est sûr qu'après New York, même Londres, c'est un peu morose, quoi. Surtout qu'en plus, j'avais pas trop d'argent. Donc, encore autant New York, quand on a un peu d'argent, on arrive à avoir les bons plans, mais Londres, c'est très fermé. Hein. C'est que des clubs privés, des trucs comme ça. Donc, si t'es pas vraiment dans la caste qui va bien, en fait, c'est une ville comme une autre, quoi. Tu vois, c'est. Ok. Ouais, t'as pas accès aux meilleurs endroits, un peu, Non. un peu à la mode, quoi. Ok. Ouais. Enfin, ce qui est vraiment bien, ce que je faisais à Milan et à New York, non, j'y avais pas accès à Londres. Et voilà. Donc, t'es resté combien de temps? Ensuite, je suis restée 3 ans, mais j'allais beaucoup en France parce que comme j'avais créé mon agence immobilière et que les maisons de mes clients étaient dans le sud de la France, c'était un peu une excuse pour y retourner. Puis je devais venir voir une maison et finalement, je restais 1 mois. Et puis bon, à la fin, mon conjoint m'a dit, bon, je crois que… Non, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a été mis dehors par notre propriétaire qui vendait avec une énorme plus-value. Lui, c'est un investisseur immobilier à Londres. Donc, il avait bien ciblé le quartier qui était en train de se gentrifier. Et puis, quand il a vu qu'il allait pouvoir vendre avec une super plus-value, il nous a dit, vous avez 6 mois, hein, donc soit vous achetez, soit vous dégagez. Okay. Et alors là, l'idée de encore rechercher un truc encore moins cher et moins bien parce que les prix avaient explosé à Londres, je me suis pas sentie. Donc, mon conjoint m'a dit, écoute, va t'installer en France. Moi, je retourne chez mes parents et puis on verra bien. Et puis, au bout d'1 an, il m'a dit, bon, maintenant, c'est bon, j'en ai marre, je te rejoins. Ok. Voilà. Et du coup, donc en parallèle de cette expérience new-yorkaise et londonienne, t'avais investi déjà dans l'immobilier en 2003. Donc, ouais. Là, tu étais encore à Milan, du coup. Exactement, ouais. Ouais. J'avais, donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que ça faisait longtemps que mon père me disait achète dans l'immobilier, c'est important pour ta retraite, dans ton boulot à 40 ans, plus personne ne veut de toi, parce que lui voulait que je sois prof. Mais moi, je voulais pas. Il m'a dit, écoute, tu fais un métier risqué, mais voilà, ce serait bien que tu aies une petite porte de secours au cas où. Et j'ai dit, ouais, c'est ça et tout. Et puis, un jour, j'ai failli me faire virer à Milan et puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. Sauf que j'avais même pas 30 ans quand ça m'est arrivé. Ok. Donc, voilà, j'ai vite acheté ce bien. Je sais même plus comment je l'ai trouvé, mais voilà, j'ai acheté. Et puis après, je me suis prise au jeu et j'en ai acheté d'autres avant de partir à New York parce que je me suis dit, déjà, c'est pas forcément évident à gérer quand tu es à l'étranger. Mais alors, de New York, c'est même pas la peine. Je vais pas pouvoir acheter en étant là-bas. Et c'était facile d'avoir parce que du coup, tu avais des revenus, c'était une boîte française, tu étais payé par la boîte française ou tu étais payé par la filiale italienne? Ouais, c'est une bonne question parce que j'étais payée par la filiale italienne et en effet, ça aurait pu poser problème. Mais ma banque m'avait fait la remarque à ce moment-là, mais il m'avait dit que comme j'étais cliente depuis mes 14 ans, j'avais fait mon prêt étudiant chez eux, voilà, j'avais une bonne tenue de compte et j'avais un très bon salaire. Donc, c'est passé. Mais je pense que maintenant, ça serait un peu plus dur de faire passer. Ouais. Ouais, ça dépend en fait, c'est du cas par cas. J'ai l'impression que qu'il n'y a pas de règle fixe, quoi. Après, tu te dis bon, les banques, elles ont quand même la garantie du bien en général, mais bon, parfois faut tomber sur le banquier qui a de la bonne volonté. Je dis ça parce que ça fait 6 mois que je dois racheter 2 biens et ma banque, elle a pas bougé d'un iota. Je l'ai appelé déjà 40 fois. Enfin, c'est une deuxième banque, c'est pas ma banque principale. Donc en ce moment, je suis un peu aigri par rapport. Et puis ma conseillère a eu la bonne idée de se barrer sans me donner aucun suivi, quoi. Donc je savais pas où on en était, tout ça. Donc maintenant, ah ouais.
Ouais. Ouais, c'est bon, c'est toujours agréable. Heureusement que je suis pas trop pressé par les délais, parce que quand tu dois payer 10% d'indemnité parce que t'as pas eu ton emprunt, bah tu vois là, 6 mois. Donc, conseil Ouais. à tout le monde, les banques, harcelez-les, allez voir en plusieurs. Et puis ne croyez, ne croyez jamais un banquier, hein. Toi, t'as parlé du mari qui trompe. On va pas faire le parallèle, mais croyez que ce que vous voyez. Les faits, hein. C'est pas les bonnes Ah ouais, paroles. c'est vrai, là. Oui, oui, je vous envoie l'offre et un mois après ou 2 mois après, Ouais, tu l'as toujours pas reçu et ouais, toi, ouais, c'est clair. ouais. Ok, du coup, quand t'es rentré de New York, donc là, t'avais combien de biens? Enfin, de Londres? Ben, j'en avais 4. J'avais mes 3 apparts. J'avais acheté une maison aussi quand j'étais à New York, dans le sud de la France. Voilà. Et puis clairement, j'étais un endettement de malade. J'avais des revenus qui n'avaient rien à voir avec mon endettement. Et puis surtout, je ne connaissais pas le différentiel. Donc, je ne pensais pas que je pourrais à nouveau investir. C'est qu'en me reformant plus tard que j'ai découvert ça, 1 an avant la fin du différentiel. Dommage. Ben voilà, c'est jamais trop tard, hein. C'est comme pour les cryptos, hein. Ouais, voilà. Ok. Ouais, bah 4 biens, c'est déjà pas mal, hein. Et comment tu les... Parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, même pour des gens qui habitent en France, dans les zones où c'est hyper cher, ils ont toujours peur d'acheter à 300 ou 400 kilomètres de chez eux. Toi, tu étais carrément à, je sais pas, c'est quoi, 6 000 à 7 000 kilomètres. Donc, comment ça se passait la gestion à distance de tes En 4 fait, la biens? clé, c'est d'avoir une personne de confiance. Euh, Les alors, 4 j'ai biens, envie c'était de au dire, même quel que endroit, plus ou soit. moins. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais Ok. après, quelle que soit la distance, si vous avez quelqu'un de votre famille, idéalement, ou quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance et qui peut faire aussi bien ce qui est ménage, maintenance ou acheter du petit matériel, là, ça peut être nulle part. Parce que de toute façon, si vous êtes occupé, vous avez un boulot prenant et que vous achetez dans votre ville, vous ne pourrez pas gérer ça quoi qu'il en soit. Donc, Parce que les 4 maisons, tu les exploitais en location courte durée? Les 3 appartements et la maison? Non, les apparts, c'était la longue durée. Il y en avait une partie, c'était étudiant l'hiver et saisonnier l'été. Mais c'était plutôt de la longue durée. Mais après, et la maison, par contre, je la louais en courte durée. Donc, Voilà. ouais, donc c'est ça, on peut L'été. déléguer. C'est vrai que même, tu vois, par exemple, acheter à 1 heure de chez soi pour faire les visites et tout, c'est faisable. Moi, j'ai des biens à 1 heure de chez moi, mais j'y vais jamais. Franchement, j'y vais jamais. Quand il y a un problème, je passe un coup de fil. Bon, si j'y vais quand il faut les faire visiter, mais là, ils sont loués depuis très longtemps. Même, tu vois, en fait, enfin, moi, je délègue tout. Après, chacun a sa stratégie, hein, mais donc, il faut pas avoir peur de la distance, hein. Si ça a pu se faire de New York, tout est possible, quoi. Il suffit d'avoir la bonne personne sur place. Et puis, si tu as la bonne personne, c'est bien. Mais après, il y a souvent des alternatives, quoi. Il n'y a pas qu'une personne par ville qui peut t'aider, hein. Donc, il suffit de bien la trouver, quoi. Je pense que c'est Oui, ça. voilà, une personne ou une équipe. Mais Mm. après, c'est vrai que si on investit à distance, il faut être mieux organisé. Mm. Parce que, bon, là, moi, je vois que je préfère investir à côté d'où je suis par tranquillité, c'est plus simple. Mais je me dis, des fois, heureusement que c'est à côté de chez moi parce que Mm. il Ouais, faut, il faut forcément. planifier. Ouais, c'est ça. Ce qui est compliqué, c'est planifier. Enfin, en tout cas, pour moi, les biens que j'ai plus loin, c'est planifier les visites. C'est surtout ça, en fait. Trouver les biens. Après, une fois que je les ai trouvés, en général, j'ai l'équipe qui fait tout tourner. Mais trouver les biens, ça, personne ne peut le faire pour toi. Donc, le plus près Ouais. t'es, le mieux c'est. Et puis quand tu as des bonnes affaires, moi, ça m'est arrivé, j'étais pas chez moi et puis je vois une affaire sur le bon coin, 12 heures après, j'étais dans l'appart, je lui fais une offre, c'était Ouais. à un bon prix et puis du coup, tu vois, si j'avais pas été, enfin, c'était un hasard que je sois là. Donc, quand t'es prêt, t'es beaucoup plus réactif, quoi. Ça, c'est sûr Ah, complètement. que ça change. Ok, du coup, t'es rentré de Londres, et qu'est-ce que t'as fait, du coup? J'ai continué mon agence immobilière. J'ai bien développé cette Ça, activité-là. on en a pas encore parlé. Donc, t'as lancé une agence immobilière à quel moment? En 2014, donc j'ai commencé à louer des maisons qui appartenaient à d'autres propriétaires. Comme je En même louais temps très que tu bien étais les à Londres miennes, avec ton cabinet de recrutement. voilà, c'est ça. Donc Ok. j'ai créé l'agence immobilière pour le fun. Parce que le recrutement, c'était bien parce que ça correspondait à mes compétences, mais c'était hyper ingrat
parce que ce que j'avais pas anticipé, c'est que les règles avaient changé. Et en fait, en plus, moi, j'étais pas partie dans la facilité, hein, genre, je recrutais des Espagnols pour les envoyer à Londres, j'envoyais des Français à Munich, j'envoyais des Italiens à Montréal, voilà. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était au niveau réglementaire, enfin, ça avait changé dans les banques, et maintenant, il fallait passer par les achats. Mais enfin, c'était ridicule. Si tu veux, tu pourrais avoir l'accord du dirigeant, trouver le bon profil, au bon prix, au bon moment. Et en fait, il suffisait qu'il y ait un souci du budget qui n'était pas au bon endroit, au bon service des achats pour que le truc il te passe sous le nez. Et ça, enfin, c'est quand une fois ça m'est arrivé d'envoyer, j'avais envoyé un consultant de Paris à Istanbul et le mec était parti sans contrat, quoi, parce qu'il me connaissait. Et j'avais mon client qui était en Italie, qui m'a dit ouais non mais t'inquiète et tout, c'est bon, c'est bon. Et moi t'es sûr, oui c'est bon. Et après il fallait que j'aille pleurer pour trouver le budget aux achats à Milan, le truc. Après il me refait la négociation de dernière minute alors que le gars est déjà parti. Enfin c'était n'importe quoi. Et j'ai même eu 2 cas de personnes, non 3 fois de suite, j'avais trouvé un poste permanent à Montréal chez un client. J'avais trouvé 3 candidats et au dernier moment les 3 ils ont décidé d'avis. Ils ont changé d'avis. Le client, il leur avait fait le visa. Je m'étais mis d'accord. J'avais signé l'accord avec les achats. Tu vois, toute la procédure d'enregistrement de merde là, qui dure des mois. Et le mec, au dernier moment, non, mais c'est bon, j'ai trouvé une copine. Non, mais en fait, je me sens pas et tout. Et tu vois, là, ça m'a dégoûté. C'est bon. Et comme en parallèle, l'agence immobilière, ça se passait, je vais pas dire tout seul, mais avec le bouche à oreille, ça démarrait bien. Moi, je m'éclatais. L'immobilier, c'est vraiment ma passion. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de s'accrocher pour faire un métier qui devient plus financier, en fait, alimentaire qu'autre chose, et ingrat, plutôt que avoir quelque chose qui me plaît vraiment. Et après, j'ai fait que ça. Hein. Donc après, je suis tombée enceinte. Ah, aussi. Ouais. Juste avant, ouais, ton agence, elle s'occupait que de location courte durée ou tu faisais aussi de la transaction? Non, que la location courte durée. Donc, c'est une société que j'ai créée quand j'étais en Angleterre. Donc, c'est une société anglaise, une limited company. Voilà. Et là, je l'ai transférée en France en décembre 2020 parce que les banques ne prenaient pas en compte mes revenus étrangers, même si c'était, ça faisait depuis 2014 que j'avais des bulletins de salaire tous les mois. Mais pour eux, je gagnais rien, en fait. Donc, à un moment donné, je dis, bon, de toute façon, je transfère la société en France. Puis c'est mieux. Maintenant, j'habite en France. Voilà. Donc maintenant, elle s'appelle Riviera Bastide, mais avant, elle s'appelait South France Holiday Homes. OK. Voilà. Et donc, je m'occupe uniquement de la partie recherche de vacanciers ou locataires ou mariés. Voilà. Ça s'arrête là. Je fais jusqu'à l'encaissement. Et après, c'est le propriétaire qui fait l'accueil et la gestion. OK. Ah oui, toi, tu fais vraiment la partie. Donc, tu vas même pas, tu vas pas régulièrement dans les maisons que tu loues. Non, parce que pour moi-même avoir fait appel à une conciergerie quand j'étais à New York, je me suis rendu compte que c'est difficile. Le propriétaire, personne connaîtra la maison mieux que le propriétaire. Ouais, bien sûr. Donc, il sait quand il y a un souci. Souvent, ils ont ça, des équipes de ménage. Quand tu as des piscines et tout, toi, je suppose que c'est des maisons dans le sud, il y a des piscines, il y a des jardins, il y a des trucs. Donc, ça, c'est vrai que c'est souvent un peu problématique, quoi. Donc, c'est souvent un peu, tu vois, il faut savoir le réglage, je sais pas, du pH et tout ça. Moi, j'ai pas de piscine, mais j'ai pu voir qu'il y a vite souvent des petits trucs à régler. Et c'est vrai qu'un concert, peut-être qu'il saura pas forcément le faire. Oui, et puis ils ont déjà leur organisation, justement. Soit ils s'en occupent de la piscine parce que ça les fait kiffer, ou alors ils ont déjà un pisciniste. Ils ont déjà des équipes de ménage parce qu'en général, ce sont des belles maisons. Ça veut dire que les personnes ont des moyens. Ils n'ont pas trop envie de s'amuser à faire le ménage eux-mêmes. Donc finalement, comme la maison, elle est bien gérée puisque soit ils y habitent, soit c'est leur résidence secondaire. Et dès qu'il y a un souci, ils le règlent. Et puis voilà, il n'y a pas forcément intérêt de prendre quelqu'un qui est extérieur à la maison, qui saura jamais à 100% comment ça fonctionne. Puis c'est difficile quand tu as une conciergerie, ça veut dire que tu vas gérer pour être rentable, il faut que tu en aies combien de maisons dans la même journée? Peut-être une dizaine. En fait, tous les samedis, il faut que tu fasses les arrivées, les sorties, que tu coordonnes le ménage. C'est beaucoup de boulot. Tu peux pas faire un travail de précision. Alors que si c'est ta maison, tu n'en as qu'une, tu as l'équipe de ménage. Au pire, tu pars en vacances, c'est la femme de ménage qui donne la clé. Enfin, tu vois, c'est pas non plus... ils vont comprendre, les gens, que tu es au mois d'août, tu es parti en vacances, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui te représente, qui donne la clé.
D'ailleurs, c'est mieux vu que si c'est une personne extérieure. Enfin, je l'ai vécu pour moi. Je trouve que quand c'est vraiment l'équipe, le propriétaire ou quelqu'un de sa famille ou même l'équipe de maintenance, c'est un caractère un peu plus proche, plus chaleureux que si c'est un professionnel qui est dédié à ça. Parce que sinon, ça fait un peu plus hôtel et la partie humaine, je trouve qu'elle se perd. En tout cas, ce ressenti se perd. Et les gens sont beaucoup plus détachés dans le soin qu'ils apportent à la maison. Non, ça c'est certain. C'est vrai que les maisons, parce que moi il y a, je sais plus, il y a quelques semaines, j'ai interviewé une personne qui gérait 25 biens de location courte durée et mais lui c'était des appartements et donc c'est complètement une autre organisation parce que les gens ils sont pas là pour la même pour les mêmes séjours. T'as pas tout qui tombe. Toi en fait t'as tout du samedi au samedi quasiment, je suppose. Enfin en tout cas pour L'été, oui, ouais. ouais, l'été c'est comme ça donc. Parce que lui, il disait qu'une personne, par exemple, une femme de ménage pouvait gérer 5 biens. Ce que je veux bien croire quand il y a une sorte de roulement, tu vois. Mais si c'est 5 maisons à laver entre 10h et 15h le samedi, c'est sûr que c'est impossible, quoi. Donc, C'est ça le problème, parce que tu vois, la personne, le propriétaire qui a son équipe de ménage, souvent elle fait ça depuis des années. S'ils arrivent à faire en sorte qu'elle vienne le samedi, le problème est réglé. Mais quand tu as une conciergerie, c'est pas 2 personnes qu'il faut pour le ménage, c'est 2 personnes par bien. Donc, soit tu arrives à en recruter plein, ce qui est très difficile parce que là, les équipes de ménage dans ma région, c'est clairement une problématique. Ou alors, tu as la même équipe qui fait 2-3 maisons dans la journée. Donc, moi, je vois chez moi, ils arrivent à 10 heures, ils repartent à 14 heures, 15 heures. Comment tu peux faire ce travail de fond 2-3 enfin, déjà, techniquement, c'est pas possible parce que les sorties sont à 10 heures, les arrivées sont à 16 ou 17 heures. Donc, déjà, tu peux en faire que 2 si tu veux faire du bon travail. Et à la fin, moi, je les vois quand il fait ici 40 degrés au soleil l'été, elles sont en nage, quoi. Les filles, elles rentrent chez elles, c'est bon, quoi. Elles se détendent. Elles ne partent pas refaire une maison, c'est pas possible. ouais, forcément. Et pour moi, le ménage, surtout dans des maisons comme ça, de certains standings, c'est crucial, quoi. Tu peux pas te permettre d'avoir un truc qui est bâclé en 3 heures, c'est pas possible. Ouais, et du coup, c'est quel profil justement de maison c'est des maisons de luxe que t'as un certain type de maison? Combien ça se loue à peu près par semaine ou enfin ça dépend de la saison, mais je veux dire les taux. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'au début, je prenais un peu tout. Tu vois, j'ai même pris des appartements et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas rentable pour moi. Parce que ce qui prend le plus de temps, c'est pas le business, c'est un business passif. Hein, les réservations, elles tombent en automatique. Ce qui prend du temps, c'est la relation avec le client. Tu vois, le nombre de fois qu'il t'appelle, gérer, etc. Donc ça, c'est parfois un peu pénible. Et j'ai voulu faire du haut de gamme parce que je me suis dit, techniquement, c'est une maison, c'est la même chose. Et en fait, comme tu loues plus cher, tu vas gagner plus d'argent. Sauf que c'est pas forcément la même chose parce que quand c'est du haut de gamme, souvent le propriétaire, il veut rentabiliser ça, il fait ça comme un business. Et si tu veux rentabiliser du haut de gamme, la location de vacances, ça suffit pas. Il faut faire des événements de style mariage. C'est pour ça que j'ai aussi développé cette activité-là. Et en fait, déjà, ça me plaît pas parce que c'est pas moi tout ce qui est événementiel et tout, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et en plus, c'est beaucoup de boulot. Il faut aller faire du networking, faire tous les salons de mariage. Il faut faire toutes les visites parce que quand tu loues une maison de vacances, ça se fait en un clic. Mais quand tu loues un domaine pour un événement, tu vas visiter. Donc, moi, il faut que je fasse visiter. En moyenne, c'était entre 5 à 10 visites pour faire une signature. Donc, c'est-à-dire que tous les samedis, les mercredis, en plus de mon boulot, j'allais me taper les visites et tout pendant 2 heures. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai réduit. Mes clients mariage, je les garde parce que j'ai pas envie d'arrêter la collaboration. Mais je me concentre sur les biens qui sont des maisons entre 3 et 4 chambres, 5 maximum. Piscine, grand terrain, et qui se loue entre 2 et 3 000, 4 000 euros par semaine. Voilà. Et donc, la moyenne, c'est la maison typique, c'est une maison de 3-4 chambres qui va se louer dans les 2 000, 2 500 la semaine. Voilà. En pleine saison. Après, ça dépend. Hein. Si on peut louer au week-end, ça se loue dans les, 350 euros la nuit, 2 nuits minimum. Après, on fait payer le ménage et le linge en supplément. Voilà. Ok, donc c'est ce qui est le plus passif pour moi, où il y a le plus de demandes et ce qui se loue le mieux. Voilà, c'est vraiment ma niche. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que souvent, si t'es des amis, tu peux diviser. Enfin, c'est un budget qui reste payable et après, tu sais jamais quand t'es dans le haut de gamme, les gens, ils ont des telles exigences que ça peut vite se compliquer, quoi. Moi, je vois, en tout cas, j'ai un appartement que je loue plus cher que les autres.
Si c'était à refaire, je sais pas si je le rachèterais parce que les gens ils sont hyper exigeants, quoi. C'est Exactement. vraiment. Donc, ouais. C'était une bonne affaire à l'achat, ce sera sûrement une très bonne affaire à la revente, mais à l'exploitation, c'est pas. Là, j'ai encore eu un mail la semaine dernière, plein de points d'interrogation. Mon gestionnaire, il me forward des mails et je lui dis, mais pourquoi tu me forwardes tout le temps des mails? Moi, je te paye pourquoi? Il me dit, mais je te forward un mail sur 10 qui m'envoient les gens. Moi, je m'occupe du reste, quoi. Et, attends, il y avait, ils avaient fait l'état des lieux. Et puis après, je vois, elle avait mis un mail, elle avait mis CF photo numéro genre 50. Elle avait encore, après l'état des lieux, encore pris au moins 50 photos. C'est Oh un là là. appartement, hein, c'est pas une maison. Hein, et donc tu vois le profil. Bon bah écoute, c'est comme ça. Hein. Tant qu'ils payent, je suis déjà content. Mais de temps en temps, t'as des trucs à régler. Ça faisait quelques mois que j'en avais plus entendu parler. La semaine dernière, j'ai eu le bonheur de, de revoir un mail de Ah ce genre. ouais, bah, c'est une Ouais, charge mentale, hein. Mais même en termes ouais, de ouais. stratégie, tu vois, je me suis dit que d'ailleurs, j'ai perdu un gros client qui a arrêté mon contrat parce que il estimait que je m'occupais trop bien des locataires. Tu vois, elle avait mal pris le fait que j'accédais un peu trop à leurs demandes. Du coup, elle a dit, ah, bah, c'est bon, on arrête la collaboration, genre, tu travailles trop bien. Je dis OK. Et en fait, tu vois, ça m'a servi aussi de leçon parce que c'était une grosse maison et j'avais prévu de louer une autre de leur maison qui était très grosse. Et je me suis dit, comme je veux bien bosser, je vais arrêter de chercher de nouveaux clients parce que ça sert à rien d'en avoir trop je vais pas arriver à faire du bon travail. Et du coup, bah, j'ai perdu 2 contrats. Alors que si j'en ai plus qui sont un petit peu moins haut de gamme, ben, en termes de Ouais. risque, si j'en perds un, je ne suis pas impactée. Ouais, c'est ça, tu as moins de risque de concentration sur une seule Ouais. maison, quoi. Parce que même si tu as une maison rentable, si tu te donnes, c'est un peu comme ton ancien emploi, si tu travailles trop et trop bien et qu'après ils te mettent Eh dehors, oui. ouais, c'est super précaire. Et donc tu gères combien de maisons actuellement? Bah là, j'en ai une dizaine et j'ai décidé aussi d'être hyper sélective. Là, j'ai bossé avec ma coach mindset Ok, et super. j'ai dit, tu sais quoi, je préfère prendre moins de maisons, mais travailler avec des propriétaires qui sont cool. Parce que je me suis retrouvée parfois, le problème, c'est ce que je te dis, c'est la relation avec les propriétaires. Autant dans le coaching, quand j'accompagne les femmes, j'ai des retours mais d'amour hallucinants, tu vois, vraiment hyper bienveillants. Mais là, les propriétaires, c'est souvent difficile. En fait, quoi que je fasse, ils sont jamais contents. Donc maintenant, je change d'approche. C'est moi la professionnelle. Maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que je fais ça. C'est mon métier. Je sais quels sont les tarifs. Je sais quelles sont les règles de fonctionnement. Si ça te va, c'est bon. Si ça te va pas, c'est pas possible. Parce que à chaque fois, moi, j'essaie d'être arrangeante, tu vois, d'aller. Enfin, moi, j'avais des gens, ils avaient des maisons pour 8. Ah non, je veux que 4 personnes. Non, mais que 4 de la même famille. Non, je veux pas ci, je veux pas. Tu vois, à la fin, tu fais des efforts, et puis en fait, c'est pas pour ça qu'ils vont apprécier. Donc, moi, je pense que voilà, il vaut mieux être ferme. Et puis, ça montre aussi qu'on sait de quoi on parle. Comme ça, bah, s'il y a un souci, mais de toute façon, en général, il n'y en a pas. Au moins, on l'assume, quoi. Tu vois, pour moi, l'autonomie, c'est hyper important et j'ai pas envie d'être salarié d'un client. C'est mon business, c'est tout. Hein. Mais bon, voilà, après, ça passe aussi par la confiance en soi. Sur le coup, tu veux faire plaisir à tout le monde et puis en fait, Ouais, ça marche pas c'est toujours. compliqué. Et puis surtout quand toi t'es arrivé, ben t'avais, enfin au début ta situation elle était un peu précaire, je suppose, quand t'as lancé, quand t'es rentré de Londres. Donc enfin t'avais besoin de Ouais, clients, quoi. Tu pouvais ouais, pas dire. Ouais. Et exact. ça te prend combien de temps cette activité par semaine? Bah là, en ce moment, quasiment pas. C'est le Bah, c'est Covid, vraiment là, on a de facile parce nous. que non, ça prend pas. En fait, ce qui prend du temps, c'est tout ce qui est création d'annonces. Comme je suis sur toutes les plateformes et voilà, j'ai une approche commerciale la plus vaste possible. Donc, création d'annonces, photos, retouche des photos si c'est moi qui les fais. Après, la gestion des calendriers. C'est pour ça que, enfin, depuis que j'ai mis des règles en place, j'ai plus. Enfin, c'est moi. Et d'ailleurs, je suis en train de changer mon agence. Avant, je faisais la transaction et maintenant, je suis en train de prendre la carte gestion pour que ce soit moi qui encaisse. Comme ça, je gère les annonces, j'encaisse et une fois que j'ai reçu l'argent, je paye les propriétaires. Au moins ça me permet de gagner du temps. Ce qui va me prendre du temps, mais ça c'est mon choix, c'est de développer une stratégie marketing un peu plus évoluée. Parce que c'est vrai qu'en faisant de la pub sur les plateformes, tu arrives à louer sans problème. Hein, franchement, c'est pas du tout un souci.
Et moi, ce que je voudrais, c'est apporter une valeur ajoutée supplémentaire en ayant une approche aussi bien sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de commercialisation. Et j'ai créé mon site internet sur WordPress aussi. Et ce que je veux, c'est avoir un module de réservation automatique pour que on soit plus obligé de passer par les plateformes parce que parfois, ça arrive que les gens me trouvent en dehors des plateformes. Et comme ils veulent payer en direct, ça les rassure de passer par la plateforme. Alors que si j'ai un site où je peux faire ça, ils payent et qu'ils sortent leur carte bancaire et puis c'est réglé. Donc, Ouais, et puis les ça, plateformes, voilà. c'est sûr que on est quand même dépendant. Toi, pour les maisons, c'est un peu moins le cas, mais je veux dire, quand t'as des appartements, tu peux avoir des plaintes, tu peux avoir de la prostitution, ça arrive, hein, tu peux avoir. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que j'ai déjà entendu des histoires où les plateformes, elles te bannissent un peu, en tout cas quelques jours, quelques mois, si tu te plains, enfin, si t'as des problèmes avec ton appartement, tu vois, si quelqu'un te dit que c'est insalubre ou des choses comme ça, juste parce que tu vois, t'as eu un différend avec, t'es quand même dépendant. Si la moitié de ton business, il vient d'Airbnb et l'autre de Booking, faudrait pas Ah être oui, banni d'une des plateformes, quoi. Si tu as ton site, au moins tu complètement. maîtrises ça, quoi. Et puis, moi, j'ai vécu cette année énormément de déboires avec Airbnb. Autant je trouvais que c'était la plateforme la plus sûre parce qu'ils géraient cet aspect aussi. Ils n'avaient pas besoin de faire des états des lieux, ils avaient la caution. Si tu apportais la preuve qu'il y ait des dégâts, au moins tu étais remboursé sans souci. Et maintenant, même ça, si tu fais pas la déclaration comme il faut dans les 24 heures, tu n'as rien. Ils ont beau te retourner l'appart. Si tu l'as fait à 25 heures, c'est trop tard. Maintenant, tu n'as plus d'interlocuteur. Tu parles avec des machines. Enfin, avant de tomber sur quelqu'un vraiment qui va t'écouter, des fois, il faut appeler 4-5 fois pour qu'enfin, tu as quelqu'un qui dise, bon, ça va. Et c'est vrai que quand tu refuses les réservations parce que tu as un doute, etc., eux, ils s'en foutent, en fait. Tu rentres dans les statistiques et à la fin, tu as des pénalités financières. Donc, Ouais. je trouve qu'ils ont vraiment là, ça commence à être nocif pour les propriétaires. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de m'émanciper de tout ça. Et puis aussi, ça me permet aussi d'apporter une valeur ajoutée parce que n'importe quel propriétaire est capable de créer une annonce sur Airbnb. Alors après, maîtriser la plateforme, c'est autre chose. Mais bon, ça, il faut arriver à leur faire comprendre. Alors que si toi, tu as ton site Internet, même si forcément, tu n'es pas aussi visible qu'Airbnb, puisque avant d'avoir leur visibilité, tu Tu peux n'arriveras te lever jamais. tôt Mais et bon, lever au un moins, peu tu des as fonds. Ouais. une approche. Voilà. Et puis, ça me permettra aussi de mettre mes propres logements dessus, créer vraiment tout un écosystème avec les logements qui m'appartiennent et ceux de mes clients. Ok, ouais. Ouais, bon projet, hein. Et puis forcément, si les réservations te prennent peu de temps, tu peux te consacrer à ça. Et du coup, Ouais, mais t'accompagnes c'est la aussi. loi de Pareto. Enfin, tu vois, Ouais. là, ce que j'ai fait maintenant, ça me prend peu de temps et ça m'apporte beaucoup d'argent. Ce travail Ouais. que je fais sur le site Internet, ça va me prendre énormément de temps et ça va me rapporter peu d'argent. Ouais. C'est pour ça que je ne le mets pas en priorité, mais voilà, il faut que je le fasse aussi, c'est important. Ouais, c'est ça, puis c'est compliqué d'identifier exactement. Il y a des lois de Pareto qui se voient tout de suite. Il y en a d'autres. C'est compliqué. Peut-être que ton site, il va te rapporter beaucoup, tu sais pas. Moi, en ce moment, ça n'a rien à voir, mais je suis en train d'investir sur plein de plateformes, plein de trucs, plein de projets aussi de crypto, vraiment, Ouais, ça me prend du temps, hein, de poser, et puis de l'argent, forcément. Et oui. bon, je perds pas espoir je pense que tôt ou tard, il y en a un ou deux qui vont vraiment bien payer, mais tu sais jamais lesquels, quoi. Et Mm, puis, et puis mm, parfois, il faut être résilient, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. ouais. Et donc, tu profites aussi de ce temps pour aider des femmes, si j'ai bien compris? Ouais, exactement. Donc, j'ai décidé. Alors, je sais pas si on reparlera de l'immobilier plus tard, parce qu'après, j'ai acheté d'autres biens. Ok. Mais ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des rooms sur Clubhouse cet hiver. Quand c'était au tout début, hein, moi, j'étais à fond sur Clubhouse. Clubhouse. Ouais, tous les mardis soirs, j'ai écrit un club immobilier. Donc, j'avais invité des personnes à rejoindre notre club. Donc, j'avais fait ça avec Shiraz de Up Advice. On avait Junior dans le club, Alison de Vivre de l'immobilier. On avait Caroline Artaud, Jérémy Barré des investisseurs malins. Et tous les mardis, on faisait une room sur des thèmes en particulier. Et ce qui nous avait vraiment assez surpris, c'était qu'il y avait plein de personnes qui étaient formées en immobilier, qui avaient fait des belles formations où tu as à peu près tous les éléments qu'il faut pour investir. Mais malgré ça, ils avaient du mal à passer à l'action. Et donc, on a vu clairement qu'il y avait de la place pour faire du coaching.
Mais voilà, c'est un peu resté dans un coin de ma tête. J'avais essayé de vendre ça, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et jusqu'au jour où j'ai été rapprochée par Jérôme Brenin de JB Consulting. C'est lui qui a travaillé avec Imo Rentier d'ailleurs pour développer la partie marketing digital. Et ça m'intéressait parce que je venais de me faire lourder par mon gros client justement. Et j'étais en panique, quoi, parce que je disais, attends, moi je m'attendais à un chiffre d'affaires de malade sur l'année. Et en fait, j'avais juste perdu un quart de mon chiffre d'affaires. Donc, je voulais qu'il m'aide à trouver des clients rapidement pour l'agence avec des stratégies qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, on a fait le point sur mes compétences, ma valeur ajoutée. Et il m'a dit, ouais, mais en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu aides les clients à rendre leur investissement rentable. Et j'ai dit, bah non, en fait, parce que si tu achètes une maison qui te coûte trop cher, tu l'as mal achetée, elle sera jamais rentable. Il me dit, mais pourquoi t'aides pas les gens à acheter des biens rentables? Je dis, bah oui. Et c'est comme ça qu'est né le coaching. Donc, au début, je me suis adressée, je m'étais nichée sur la courte durée parce que forcément, c'était ma spécialisation. Et puis, en approchant les personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, c'était la courte durée, c'était souvent une envie, mais c'était pas le problème principal. Le problème, c'était vraiment l'investissement dans l'immobilier, comment s'y prendre et comment commencer. Et puis aussi, c'était surtout les femmes en fait qui venaient vers moi. Elles me disaient qu'elles se retrouvaient dans mon approche. Je pense que voilà, le fait que j'ai une vie normale, tu vois, un enfant, une maison à gérer et tout, peut-être qu'elles s'identifiaient davantage. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'adresser davantage aux femmes parce que aussi, je pense que mentalement, il y a certaines personnes qui ont internalisé certaines choses en pensant qu'elles n'étaient pas capables de le faire. Et c'est vrai que là, je vois là, ça fait depuis le mois de juin que j'ai commencé le coaching, donc c'est assez récent. Mais toutes les personnes que j'accompagne sont vraiment révélées. Elles ont découvert des ressources en elles qu'elles ignoraient. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux parce que elles ont souvent des travails qui font qu'elles n'ont pas vraiment l'opportunité de mettre en place ces compétences managériales. Et là, quand tu lances dans l'IMO, tu es bien obligé, hein, il faut y aller. Et elles sont sorties de leur zone de confort. Et j'ai vraiment halluciné de voir les retours que j'avais par rapport à ça, quoi. Enfin, tu vois, j'ai des gens qui m'ont dit, grâce à toi, je sens que ma vie est en train de changer. Enfin, des trucs, mais Ah, mais c'est vrai, puissant, je pense qu'on est dans. Alors bon, je suppose que tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'on aide aussi maintenant. Là, on a commencé avec mon associé. C'est une super bonne expérience hein, pour l'instant, parce que ça fait 2 semaines. Je suis très content de. Et nous, typiquement, on a eu que des hommes, je pense, qui nous ont contactés. Peut-être que Michel me contredira, mais c'est vrai que c'est bien tu vois, d'avoir des gens qui sont un petit peu au-dessus de toi, mais qui te ressemblent en même temps. Je pense que c'est ça qui est important, qu'ils comprennent un peu tes problématiques. Donc, c'est sûr que chacun doit essayer de trouver, tu vois, ça sert à rien d'aller contacter. T'as Gilles Grimm, là, c'est un gars, il est super connu. Il a plus de 1000 biens, je crois. Lui, il va pas comprendre tes problèmes, tu vois. Il va te dire, écoute, t'as qu'à faire un emprunt in fine, là, tu payes que les intérêts, tu vends l'autre que t'as à Montmartre, qui a fait x5. Forcément, les stratégies, c'est pas du tout les mêmes, tu vois, quand tu parles et je pense qu'il y a vraiment aussi une question d'âge qui est importante parce que on n'a pas eu les mêmes, tu vois, toi, t'as acheté en 2003, en fait, quand t'es rentré, t'avais un bien, il était presque payé. Donc, c'est sûr que ça t'a apporté des choses, du coup, t'as pas eu les mêmes problèmes que d'autres, mais t'as eu déjà 15 ans d'avance peut-être sur quelqu'un qui se lance, quoi. C'est vrai que moi, ma vie d'investisseur, elle a énormément changé le jour où j'ai arbitré mon premier bien. Parce que d'un coup, t'as plein d'argent qui rentre et tout devient beaucoup plus simple, quoi. Donc, c'est sûr que c'est important. Et après, l'immobilier, c'est vrai que je pense que la plupart des gens maintenant, ils sont de moins en moins autonomes dans leur travail. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Tu vois, tout c'est un peu standardisé, des checklists, faut faire, tu vois, tout on a un peu divisé. Tu vois bien dans les banques, c'est plus ton banquier qui décide de tout, lui il fait qu'un petit bout quand tu vas, enfin. Et les gens, ils ont envie de responsabilité. Je pense que la plupart, tu vois, et quand tu es dans l'immobilier, c'est vrai que c'est là où tu te découvres un peu, tu prends des vraies décisions qui ont un vrai impact, parce que c'est sûr que si tu es salarié à 2000 euros par mois, tu vas pouvoir travailler du mieux que tu peux. Au mieux, tu auras une augmentation de 300 ou 400 euros l'année prochaine. Tu vois, ça va pas. T'as pas la maîtrise de ton destin. Et comme toi, tu as vu un peu avec tes emplois, tu vois, tu es toujours tributaire de quelqu'un. Alors que l'immobilier, tu fais ça, tu achètes, c'est des montants qui sont importants, il faut réfléchir.
t'as des documents, tu les lis. T'as un locataire en tout cas, quand tu fais de la longue durée, qui te présente un dossier, tu lis son dossier. Moi, j'ai l'impression que tu vois, la société, elle, c'est un peu, on va pas refaire le monde aujourd'hui, mais tout est fait un peu pour qu'on nous infantilise, tu vois, et les gens, au bout d'un moment, ça craque, quoi. Genre, non, maintenant, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, ce que je veux, c'est faire ce dont j'ai envie et pas une vie qu'on a tracée pour moi, quoi. Donc, tant mieux. Bravo. Déjà, félicitations pour les, pour les révélations que tu as engendrées auprès des femmes. Et t'as commencé en juin, t'as déjà des femmes qui ont signé des compromis, Ouais. Alors, j'ai un homme aussi là, qui m'a rejoint, donc c'est le seul. Et c'est top parce que lui, il était, en plus, franchement, j'apprécie sa démarche parce que il a été hyper humble. C'est quelqu'un qui est déjà un marchand de biens, il fait des trucs de malade. Voilà, il vit de son immobilier, il fait les projets lui-même, il a des cash flows, il ne sait même pas comment faire. Et lui, il était persuadé qu'il fallait qu'il fasse de la LCD. Mais alors, tout le monde dans son entourage l'a en dissuadé, voulait lui en dissuader. Et il s'est dit non, moi j'ai envie de tester. Donc, il m'a contacté, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses? Et je dis bah ouais, là, franchement, vas-y. Hein. Et donc, je l'ai formé sur cette partie-là. Et dès en 2 jours, il avait déjà des semaines remplies. Et encore, il s'est mis que sur Airbnb, quoi. Il m'a dit, la dernière fois que je lui ai parlé, en même pas un mois, il avait les 3 mois à venir complètement bookés. Et de fait, il a décidé il était parti sur un appart pour faire un test. Et là, il a dit, je vais en mettre 4 ou 5 en LCD. Voilà. Et je lui ai même dit d'augmenter ses tarifs. Il ne pouvait pas parce qu'il m'a dit, c'est pas possible. Le cash flow que je dégage, c'est indécent. Je ne savais plus quoi en faire. Ouais. Donc voilà, donc lui, lui c'était particulier, c'était vraiment sur la LCD parce que il voulait être sûr de pas se tromper et il s'est dit il vaut mieux que je prenne un accompagnement. Et en revanche, les autres, c'est vraiment sur l'investissement immobilier. Donc j'en ai une qui a déjà acheté, elle a signé son compromis, elle a eu son financement. Alors au début, au niveau, elle, l'avantage c'est qu'elle était déjà formée et elle savait déjà sur quel secteur elle voulait investir et sur quelle stratégie. Donc c'est pour ça qu'on a gagné du temps. Et en plus, elle a réussi à trouver un bien, vraiment le truc qui n'existe pas. Donc en 2 mois, elle avait trouvé son bien. Elle a signé le compromis, mais alors après, on a eu des difficultés sur la partie notaire parce qu'elle a eu un notaire qui la soutenait pas du tout, des problèmes avec le vendeur, des problèmes au niveau du financement parce que on était parti sur un courtier parce qu'elle avait un dossier simple et en fait, ça a pris du retard et du coup, on était obligé de changer de stratégie. Voilà, donc là, elle devrait signer dans les jours qui viennent et elle va attaquer les travaux. Et les autres, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient beaucoup plus sereines parce qu'il y en avait qui étaient formées, d'autres non, et en fait, elles étaient bloquées, quoi. Et grâce à l'accompagnement, elles sont passées à l'action. Elles ont, pour la plupart, déterminé leur zone de recherche et leur stratégie. Parce que la zone de recherche, c'est pas quelque chose qui va de soi. Et personnellement, je pense que ça vaut le coup de passer du temps dessus. Parce que je vois beaucoup de gens, en général, les filles, quand elles viennent me voir, c'est ah ouais, moi je suis à Paris, je vais acheter un immeuble dans le sud et tout. Je leur dis mais attends, mais est-ce que vraiment tu es consciente? Parce que effectivement, tu peux acheter un immeuble dans le sud, tout va bien, il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui le font. Mais est-ce que vraiment tu es consciente de tous les avantages et des inconvénients? Et en fait, quand on fait le point sur la stratégie, on se rend compte que c'est pas toujours quelque chose qui leur correspond. Donc après, il faut qu'elles trouvent une zone de recherche qui sort un peu de sentier battu parce que c'est pareil. Si tu es à Paris et que tu dis, tu es à Paris, les gens ils vont tous au même endroit. Hein. Ils cherchent les villes d'un certain nombre d'habitants qui soient à 1h30 de Paris et puis en fait, ils se retrouvent tous dans les mêmes grandes villes et les marchés, je pense, sont déjà saturés. Donc, je les incite à arriver à trouver des endroits qui sont encore à potentiel, qui sont pas encore complètement exploités et sur lesquels on va pouvoir faire de la location longue durée ou de la LCD, sauf si elles partent sur une stratégie d'achat-revente qui peut être très adaptée dans certains cas aussi. Donc voilà, la stratégie, ça dépend des personnes. Et donc, comme je te disais, elles ont trouvé leur stratégie, leur zone de recherche. Il y en a qui ont fait des offres. Il y en a pas encore, mais toutes, elles m'ont dit rien que là, sur le fait de les recherches qu'on fait, j'ai vraiment évolué, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai appris plein de trucs et je sens qu'elles sont inarrêtables. Voilà, elles se sentent accompagnées. Quasiment toutes, elles souffraient du fait de se sentir seules en fait. Même quand tu es dans des groupes d'investisseurs, forcément, tu es un peu en concurrence, tu vois, tu vas pas t'échanger tous les bons plans à un moment donné, voilà. Alors que là, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, la personne, elle veut que tu réussisses parce que nos destins sont liés.
Et moi, je fais tout pour que ça se passe bien. Et si je peux donner des conseils encore plus spécifiques, je le fais. Ouais, bah cool. Super. Bah super, super démarche. Et c'est vrai que c'est gratifiant quand tu vois que les gens ils avancent grâce à toi, même si tu vois là c'est comme mon podcast, j'ai des centaines voire des milliers d'auditeurs, mais tu sais rien que si t'en es deux, c'est déjà énorme quoi en fait. Hein. Ouais. Tu peux vraiment. Puis tu vois des gens motivés. Parce que je sais pas si toi, tu as ce problème, mais moi, parmi mes meilleurs amis, tu vois, j'en ai. Puis moi, j'ai aussi un de mes tout meilleurs amis qui est hyper gros investisseur. Et tu vois, on a des potes vraiment hyper proches. Ils achètent pas. Ils sont encore locataires, tu vois, dans des zones où ce serait rentable d'être propriétaire. Mm. Et on essaye, tu vois, on essaye de les aider. L'autre fois, j'étais voir un appartement. Il était pas mal. J'ai voulu gratter quelques milliers d'euros et à la fin, le soir, j'ai dîné avec mon pote qui a pas d'appart. Je lui dis, va voir cet appart, tu payes le prix. C'est encore un assez bon prix. Moi, je voulais gratter parce que je suis investisseur et voilà, on gratte Ouais. toujours, enfin, souvent. Je dis, mais tu payes le prix, ce sera bien, ça va te coûter moins cher que ton appart, il sera mieux, il sera plus près de ton travail, tu auras un Ouais. parking. Il y a jamais été, quoi. Il a même pas appelé. C'était une annonce papier, quoi. Je lui ai donné l'annonce. Et Ouais. alors que là, quand tu as les gens qui viennent te voir ben, pour être accompagnés, c'est super grave. Enfin, c'est dans les deux sens, quoi. Tu les aides et puis eux, ils sont vraiment motivés, quoi. Il y a des gens, bah, c'est juste pas leur truc et puis faut faire comme ça. Bon, après, il y en a qui viennent me voir, mais qui rêvent un peu aussi. Hein. Tu vois, ouais, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'au premier rendez-vous, je teste aussi la motivation. Parce qu'il y en a qui Ok. sont pas dans des conditions parfaites pour investir. Et je leur Ouais. dis, bon, ben, écoute, c'est bien, mais par contre, il va falloir que tu fasses un sacrifice, que ce soit sur ça, soit sur ça. Et là, Ouais. tu vois de suite. Donc, tu as Ouais. celles qui ont des revenus limités, mais qui sont à fond et tu sais qu'elles vont trouver une solution. D'ailleurs, il y en a même que j'ai accompagnées qui ont créé des business, qui étaient salariées, qui rêvaient de faire un truc et grâce à l'accompagnement, elles ont dit, allez, c'est bon, je me lance et elles ont développé des revenus en plus parce qu'elles étaient vraiment motivées. Mais tu en as d'autres, tu leur dis un truc, déjà, c'est difficile. Et Ouais. alors, tu dis, c'est bon. En Forcément. fait, si chaque fois que tu proposes quelque chose, elle va avoir l'excuse, des excuses, tu peux toujours en avoir pour ne pas passer à Mhm. l'action. Donc ça, je ne peux même pas les prendre parce que moi, j'ai envie que les personnes réussissent. Quoi. Tu vois, je suis obligée de faire une sélection parce que je ne suis pas dans une situation où je peux me permettre d'avoir des gens qui n'ont pas de résultats. Parce que moi, ça me demande plus d'énergie. Je ne suis pas là, enfin, tu vois, je suis là pour les aider, mais je ne suis pas non plus là à les motiver Ouais, d'avancer. tu vas Enfin, à pas un aller moment donné, visiter pour elle ou il faut appeler se prendre pour en elle, quoi. main. Hein. Ouais. C'est pour ça que tu vois, toutes les personnes qui me contactent, qui me disent ouais, alors est-ce que tu m'aides est-ce que tu fais de la chasse d'appartement? Je pourrais le faire. J'ai la carte d'agent immobilier, j'ai le droit de faire la transaction. Je pourrais. D'ailleurs, il y a une tellement forte demande que je gagnerais plus d'argent en faisant ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que les personnes soient autonomes qu'elles se prennent en main et Ouais, qu'elles bien créent sûr. leur vie, la vie qu'elles veulent. Voilà. Parce que si tu les aides à avoir un appartement, après, elles vont faire quoi pour le prochain? Et Ouais, c'est d'ailleurs, comment ça. elles vont faire pour voir que ce que je leur propose vaut le coup? Parce que si tu n'es pas formé, comment tu fais pour. Enfin, il y a tellement de demandes de chasse d'appartement que si tu n'es pas capable d'évaluer si c'est un bon investissement, à la fin, tu te fais avoir. Enfin, Ouais, c'est ça. Ça a rien à voir, mais j'avais interviewé Quentin, là, Quentin Randis. Il est coach, enfin, il fait plusieurs choses, mais il est coach physique, tu vois, pour les gens qui veulent être en forme, mais vraiment bien en forme. ouais. Et, et tu vois, lui, il avait en fait le même discours que toi. C'était en gros pendant les premiers mois déjà, il fait payer plus cher mais vraiment pour être sur le dos des gars et après qu'il soit autonome. Tu vois, après il a un abonnement beaucoup moins cher une fois que t'es autonome, que tu fais ton truc. Mm. Et il dit, lui, son but, c'est voilà pendant peut-être je sais pas 6 mois que tu fasses les bons exos à la bonne fréquence, de la bonne façon, et puis après, tu apprendras ça. Son but, c'est pas que tu sois son client coaching pendant 4 ans sans, sans voir tes abdos, quoi. Ah ben Donc, oui, non, c'est certain. ok, on approche des 1 heure de podcast. Donc, je sais pas, j'ai des questions de la fin. Sauf si tu voulais encore rajouter quelque chose. Peut-être juste, tu pourrais dire où est-ce qu'il en est ton propre parc immobilier à présent? Ouais, ouais, justement, parce que donc les trois apparts, je les ai vendus, parce que en fait, je les ai vendus parce que je commençais à avoir un voisinage qui était de moins en moins bon, et j'en avais marre d'avoir des beaux apparts avec des locataires bien et des voisins un peu cassos. Donc j'ai commencé à en vendre un comme ça, et puis finalement j'en ai vendu deux, et puis j'ai vendu les trois, et j'ai recommencé à acheter, non sans mal, parce que l'année dernière quand j'ai acheté ma maison de village, j'ai eu
29 refus bancaires avant d'être financé. Ah ouais, 29 refus bancaires. Ouais, j'ai toutes les sauces. Ouais. C'est pour ça que même ma banque historique, justement, qui m'avait financé quand j'avais 0 bien et 0 épargne, qui m'avait prêté alors que j'aurais dû me prêter et qui maintenant me parlait de façon condescendante en me disant « Oh, mais vous vous rendez compte, la moitié de votre revenu, il est issu de votre parc locatif ?» Ben oui, ça s'appelle la diversification. Pour moi, c'est une preuve de stabilité, au contraire, de responsabilité. Enfin, c'était dingue, quoi. Jusqu'au jour où je tombe sur un banquier investisseur, enfin, qui me comprenne et qui a fait fi du taux d'endettement. Voilà, donc j'ai acheté une maison de village que j'exploite en LCD. D'ailleurs, j'avais prévu un revenu annuel de 6 000 € et là, j'en suis à 10 000 au bout de 7 mois d'exploitation. Donc, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Et surtout dans un endroit où la LCD n'est pas forcément adaptée en basse saison. Voilà, j'ai fait une fois, c'est bien. C'est pas là que je vais développer la LCD, mais ça montre que quand même, on peut en faire un petit peu partout. Donc, ça, c'est le bon point. Et là, j'ai acheté un autre appart. Je suis en train de terminer les travaux et j'ai pas envie de le mettre à l'année parce qu'il est trop beau. Voilà, donc je vais le mettre en LCD aussi. Et le prochain projet que je vais faire, c'est, je pense que je pourrais pas être financée dans l'état actuel des choses, donc je vais faire un OBO. D'ailleurs, merci à Tony d'une Vie Liberté qui a glissé l'idée sur un podcast des Gentlemen. Parce que mon géomètre m'avait dit… En fait, moi, je croyais que je pouvais… où j'ai ma maison, je peux diviser en plusieurs parcelles. Donc, en l'occurrence, 3 parcelles. Et moi, je pensais que je pouvais faire une DP pour le détachement et que, voilà, c'était divisé. En fait, mon géomètre m'a dit non, pour acter la division, il faut vendre une parcelle. Et moi, j'avais pas envie de vendre. J'avais pas envie d'avoir une maison qui se construise. Mon conjoint ne veut pas qu'on construise… parce qu'il n'a pas envie, voilà. Donc, j'ai dit, tant pis. Et en fait, mon géomètre m'a dit, oui, mais en fait, on peut se vendre une parcelle et tout, mais il n'a pas su bien m'expliquer. Et c'est là que j'ai entendu Tony qui fait, ouais, alors tu fais un OBO, tu te vends à une SCI et tout. Et je l'ai appelé, il me dit, ouais, tu peux faire ça. Donc, là, je suis en train de le faire. Donc, ça va permettre de baisser mon taux d'endettement si j'utilise pour rembourser mon encours sur la maison. Et du coup, tu voudrais faire quoi avec ce terrain? Le racheter via une SCI? Ouais, c'est ça. En fait, je vais diviser le terrain en 3. C'est un terrain qui fait 5200 mètres carrés. Donc voilà, il y a la place. Je vais garder un terrain avec la maison. Comme ça, au moins, quand je vais démarcher les banques aussi, j'ai 3 terrains qui sont officiellement divisés et qui ont une valeur chacune. Parce qu'aujourd'hui, la propriété, elle a une valeur moindre que si c'était divisé forcément. Donc ça me permet d'augmenter mon patrimoine. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre une parcelle à une société que je vais créer avec moi et soit mon conjoint, soit mon fils, à voir. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer du cash puisque je vends la parcelle et puis ça me crée un crédit sur du long terme. Si je fais un crédit, ne serait-ce que sur 20 ans, je vais avoir des mensualités à 700 € alors qu'aujourd'hui, j'ai des mensualités à 2000. Donc ça fait une grosse différence aussi sur le taux d'endettement. Super idée. Donc, OBO, Owner Buyout, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais comme ça ne va pas se faire tout de suite, et je n'ai pas envie d'attendre, je pense que le prochain projet, ça va être, même c'est sûr, je vais faire un projet d'achat-revente. Donc là, il va falloir que je change de zone, que je parte à 1h30 chez moi, que j'évalue un marché où je n'ai jamais mis les pieds. Mais ça vaut le coup parce que je crois beaucoup en ce marché, aussi bien pour l'achat-revente que pour la LCD. Et là, si moi, je n'arrive pas à être financée, j'utiliserai mon conjoint qui est vierge de prêt pour faire ce premier projet. Voilà. Ok, super. Ok, du coup, pour terminer, donc je pose quelques questions. J'essaye de changer ou j'en amène des nouvelles. Alors, la première question, ce serait quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je dois avouer que c'est mon père. Quand il m'a dit investir dans l'immobilier, parce que je pense qu'il avait raison. Enfin, si j'avais pas eu mon immobilier, je serais jamais partie de mon poste à New York parce que voilà, même là, si j'avais rien au jour même, je savais qu'à terme j'aurais quelque chose. Alors que là, je suis partie sans chômage, sans rien, quoi. Et j'aurais recommencé ma vie depuis le début et ça n'aurait pas été la même chose. Okay. Et c'était à quel âge que tu as acheté? Mon premier appart, j'avais quel âge? J'avais 28 ans, je crois. Ah. Ok. Ouais, bon conseil. Ouais. Merci, papa. Alors que maintenant, il se fout de moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ton immobilier et tout. Lui, il est passionné de voiture. Pour lui,
louer, c'est tricher, quoi. Donc lui, il comprend pas que j'ai des biens que je les loue. Pour lui, c'est les pauvres qui font ça, en fait. Lui, à ma place, il les aurait. Eh oui, il dit voilà, tu t'achètes une 911 des années 80, t'aurais gagné 2 fois plus. Ouais. Mais par contre, pour lui, il les trouve, les bons points dans les voitures. Mais moi, il m'a jamais aiguillé sur des bons achats-revente photo, malheureusement. Alors c'est sa vie, c'est que ça. Mais bon. Ouais. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu ferais si je te donnais 100 000 euros? J'adore cette question. J'adore. En plus, quand tu la payes aux autres personnes, à chaque fois, je me dirais s'ils m'interviewaient, qu'est-ce que je répondrais. Tu vois. En fait, j'ai 3 réponses. Alors, j'ai la réponse pour le banquier, où j'utiliserai les 100 000 pour solder mon encours sur la maison. Et comme ça, j'aurais plus ce prêt-là. Mais je pense que j'éviterai. Après, j'ai le conseil de Tony qui me dirait investis dans les ETF et la crypto. Tu fais grossir ta boule de neige. Et en fait, franchement, ce que je ferais moi, me connaissant, ça serait freestyle. Je ferais un achat-revente cash. Ouais. Voilà. Ouais, ça peut être une très bonne solution. On embrasse Tony, mais les 7% des ETF, ça paye par an, ça paye un peu moins qu'un achat-revente. Donc, ouais, très bonne idée. Il fait les deux après lui, il fait l'achat-revente aussi. Oui, écoute, c'est comme ça qu'on fait, fait grossir la boule. Mais je pense que c'est mieux dans ce sens que dans l'autre. Ok. Et là, sur ce coup-là, je suis un peu plus à la Caroline Artaud, en fait. Ouais, voilà, là, c'est ça. Il faut que ça marche. On s'inspire un peu de tout le monde. Et les 2 dernières questions. Est-ce que tu as une ressource ou un livre à recommander? Peu importe le domaine. Hein. En fait, je voudrais changer un petit peu parce que ça va bien avec aussi ma quête pour l'autonomie des femmes de façon générale. Il y a un livre qui m'a donné une claque alors que je n'étais pas concernée. Ça s'appelle The Feminine Mistake de Leslie Bennett. Je l'ai lu quand il est sorti en 2008. Et c'est un livre qui est quand même assez gros et elle explique en long et en large et en travers pourquoi, quand on est une femme, il faut avoir une autonomie financière. Alors, elle parle de continuer à travailler en ayant des enfants. Moi, je rajoute la dimension immobilier, revenu passif. Parce que je l'ai vécu. On n'a pas parlé du fait que j'ai eu un enfant, mais grâce à ça, j'ai pu être autonome. Enfin, j'ai décidé de garder mon fils avec moi pendant 7 mois parce que je voulais et j'ai pu me le permettre grâce à mon business passif et mes investissements IMO. Et ça, autant, tu vois, j'ai un peu ralenti mon activité parce qu'après, je l'ai mis à la crèche à temps partiel. Mais c'était mon choix. J'ai pu vraiment en profiter. Même si ça ralentit ma progression financière, c'est pas grave parce que la progression financière, je pourrais la rattraper alors que le temps passé avec mon fils quand il est né, c'est irrattrapable. Et ça, pour l'avoir vécu, c'est énorme. Et c'était un livre, un bon achat en 2008 qui t'a permis. Franchement, je le recommande. D'ailleurs, si je peux me permettre les filles qui m'écoutaient, si vous voulez faire un petit exercice, imaginez-vous si demain, vous perdez votre boulot ou votre mec se barre ou alors que vous ne pouvez plus travailler, quelle est votre situation? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais bien que vous fassiez le test parce qu'on se sent toujours en sécurité quand on a un travail, etc. Mais on ne pense jamais au pire. Et en fait, le pire, moi, il ne m'est pas arrivé le pire puisque je n'ai pas eu de problème. Voilà. Mais dans le boulot, ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain. Et si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres personnes. Il y a plein de risques dans la vie et c'est pour ça que pour moi c'est important d'en être conscient et essayer d'anticiper au maximum en fait, parce que quand on a des accidents de vie déjà c'est assez pénible à vivre et il ne faut pas que la charge financière se rajoute à ça. C'est la double peine. Ouais, il y a une phrase, je ne sais pas exactement si je la cite bien, mais c'est si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es à un pas de la pauvreté. Enfin on dit la faillite, je crois, ouais. Ou de la faillite, mais c'est ça, ouais, si tu n'as que les revenus de ton emploi, et surtout, si tu gagnes bien ta vie, alors bon, c'est quand tu t'es habitué à un train de vie élevé et que ça se passe mal, toi, ça, t'as eu ton problème avec ton supérieur, mais il peut arriver, ta boîte, elle peut fermer. Moi, je connaissais quelqu'un qui était banquier en Suisse, où ils ont viré tout un service d'un coup du jour au lendemain. Voilà, t'as un train de vie à 10 000 euros par mois et puis tu te fais virer du jour au lendemain. Ta vie, elle est compliquée, hein. Donc, c'est aussi pour ça que ce qu'on essaie de transmettre, avoir plusieurs sources de revenus. Et puis je pense que dans la vie, quand tu as réglé, tu sais, l'argent et la santé, moi je trouve que c'est pas la même chose, ça n'a pas la même importance, mais c'est un peu quand tu es en forme physiquement, tu peux faire plein de choses. Quand tu as assez d'argent,
tu fais des choses mieux. Tu vois, tes relations, elles sont plus basées sur combien de gens je connais. Tu sais, parfois, je pars en week-end avec des gens et puis ils me disent, ouais, tu vois, je connais lui qui peut m'apporter lui parce que j'ai ça. Tu sais, ça se voit qu'ils sont ça leur pèse, en fait, qu'ils sont tout le temps en quête d'avoir plus ou peut-être qu'ils ont pas assez, j'en sais rien. Mais quand tu as réglé le problème de l'argent, ta vie, elle était quand même beaucoup plus serein, quoi. Même si c'est pas des millions, c'est quand tu sais que tes choses peuvent s'arrêter et que toi, tu peux continuer. Et dans un couple, moi, j'ai jamais vécu cette situation mais si l'un est trop dépendant de l'autre, ça peut que créer des problèmes. Je vois pas en quoi ça peut. Enfin, je pense que en 2021, tout le monde veut un équilibre dans le couple, que chacun joue un rôle un peu. Voilà, qu'il n'y ait pas un papa et une enfant ou l'inverse, tu vois, ou une mère. Enfin, je sais pas comment dire, mais un couple sain, c'est quand même un couple équilibré où chacun s'épanouit dans sa vie et pas des tributaires de l'autre pour son bonheur, quoi. Mais après, tu vois, il y a des femmes qui s'épanouissent à la maison à s'occuper des enfants. Moi, je trouve que c'est hyper dur, mais en même temps, c'est génial parce que tu passes du temps avec tes enfants. Mais le problème, c'est que comme tu n'es pas rémunéré pour ça, d'ailleurs, moi, je viens de rencontrer une personne qui est typiquement dans ce cas-là. Elle a élevé 3 enfants. Elle est toujours derrière eux pour s'assurer que même à l'adolescence, tout se passe bien. Elle adore ce qu'elle fait. Elle s'épanouit dans ça. Sauf qu'elle gagne zéro. Son mec, il est entrepreneur, enfin, une profession libérale, il gagne très bien sa vie. En plus, comme elle s'occupe des enfants, il a du temps pour lancer des business en parallèle. Le gars, il a plein de revenus passifs. Il a plein de business. Il est assuré financièrement jusqu'à la fin de sa vie. S'il divorce, elle n'a rien. Elle n'a pas de métier, elle n'a pas de revenus. Et en fait, elle ne s'en rend pas compte parce que comme elle est toujours, si tu veux, dans ce confort matériel, c'est difficile d'arriver à se projeter. Ouais, puis souvent, quand tu as un mari entrepreneur, tu vas même avoir des régimes, tu sais, de matrimoniaux, de séparation de biens et tout. Enfin, ouais, vraiment, ça va être compliqué de retomber sur tes pattes. Et puis, les entrepreneurs, on sait très bien qu'ils se payent différemment. Ils n'ont pas un salaire très élevé souvent. Donc, après, quand tu divorces, si le jugement, enfin, je connais pas très bien mais je sais que les jugements, souvent, ils se basent sur les déclarations de revenus. Donc, quand tu es entrepreneur, tu as plein de gens, comme les investisseurs immobiliers, qui ont des revenus sur le papier qui sont très faibles. Donc, quand tu divorces, et après, c'est ça qui conditionne la prestation compensatoire ou la pension alimentaire, forcément, ça peut créer des soucis, quoi. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as une citation que tu voudrais partager aux auditeurs? En fait, c'est quelque chose que je me dis moi, c'est les opportunités que tu te crées sont les meilleures. Comment je dis ça? Attends, je me souviens plus. Les meilleures opportunités sont celles que tu te crées toi-même. Voilà, c'est ça. Eh ben super, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager cette heure presque écart avec toi. Eh ben Fabienne, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Alors on se voit dans toi aussi. Longtemps. Allez, à très bientôt. Avec plaisir. Ciao. Salut. Et voilà, j'espère que le parcours de Fabienne aura été inspirant pour vous. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, vous pouvez m'écrire donc pour cette idée d'événement IMO. Donc vous m'écrivez sur Instagram ou à l'adresse info@bybypatron.net. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.